Bienvenue dans ce top 10 des vidéos 2021 de Mosaïque Cristal les plus populaires sur nos réseaux sociaux. Chaque jour, vous êtes nombreux à liker, commenter et partager nos reportages. Quelles ont été vos vidéos préférées, celles qui vous ont fait le plus réagir? On commence avec le numéro 10 de ce classement, le championnat Grand Est de motocross au Martinstal. C'est le rendez-vous incontournable des amateurs de sport mécanique dans le pays de Bitche. Chez les kiffers, le motocross est une histoire de frangin. Loïc, 14 ans, en pratique depuis qu'il a 9 ans. Aujourd'hui, il participe pour la première fois à une compétition en 125 cm3, le championnat de Ligue Grand Est qui se tient au circuit du Martinstal à Bitche. Ce matin ça allait, là c'est de la première manche, il y a un peu plus de stress au départ, mais je gère et motivé. Cela fait quelques mois que Loïc roule en 125 cm3. C'est le plus jeune pilote du plateau, mais il a déjà son sponsor et sa team. La compétition se déroule en 2 manches. En fonction de sa position dans chaque course, il cumule un certain nombre de points. L'addition des points obtenus lors des 2 courses lui donnera sa position finale au classement. Loïc vise le top 10. Il est soutenu par son frère Lucas, 11 ans, qui était en compétition la veille. J'ai fait un bon départ, après les vagues. Virage et une table où je me suis accroché, je me suis fait extrêmement mal à la cuisse et j'ai terminé 20e sur 26 et j'aurais pu terminer meilleur que ça. Malgré cette chute, Lucas reste déterminé à participer aux prochaines compétitions. Céline, la maman, soutient ses 2 fils à 100%. Je ressens beaucoup de fierté sur mes enfants et un petit peu de stress quand même parce que c'est un sport qui a ses risques mais j'ai confiance en eux et beaucoup de fierté. Il y a environ 230 pilotes pour 8 catégories. Avec le staff et les spectateurs, ce sont près de 3000 personnes qui se sont réunies pour cette 49e édition du motocross de Bitche, la première compétition organisée depuis le début de la crise sanitaire. La météo ne nous était pas favorable pour les préparatifs, mais néanmoins, vendredi dernier, on a mis la bouchée double pour refaire le circuit sur son intégralité. Et ce qui nous permet d'avoir une texture excellente aujourd'hui, donc pas de poussière, suffisamment humide pour que le sol soit meuble quand même. C'est l'heure du départ pour Loïc. Les pilotes sont au coude à coude. Fin de la course, Loïc est épuisé mais satisfait de son résultat. Je suis parti très mal dernier et j'ai tout remonté, je suis passé de 34 à 12, 13. Donc j'ai pas lâché, j'ai tout remonté. Là je suis content, je me suis donné à fond, c'est ce qui compte. Avec la deuxième manche, Loïc a cumulé 17 points, il termine 12e au classement général et 4e chez les juniors. En septembre, il participera au championnat de France. Du côté de l'UM Bitchoise, Mike Bormas conserve son titre de champion Grand Est en 250 Excellence et Lisa Gerber décroche la 2e place en 250 cm3. De belles performances pour le club qui fête cette année ses 50 ans d'existence. Numéro 9 de ce classement, en juillet 2021, la mise en place du pass sanitaire a fait couler beaucoup d'encre et les réactions ont été nombreuses suite à ce sujet en particulier. Les forces de l'ordre amenées à contrôler les passes sanitaires n'ont pas l'obligation d'être vaccinés, un paradoxe auquel a réagi Fabrice Marceux, délégué départemental adjoint du syndicat Unité CGP Police FO. Pour l'instant, l'obligation n'est pas nécessaire de contrôle, de vaccination au sein des forces de l'ordre. Bon, il faut quand même savoir qu'il y a eu des créneaux qui ont été disponibles pour se faire vacciner pour les collègues volontaires dès la mi-mai. Donc à l'heure actuelle, il y a en gros 50% des collègues qui sont déjà vaccinés. Il y en a quelques-uns qui sont en attente suite aux dispositions qui ont été prises par le gouvernement dernièrement. Et puis il y a aussi une part de collègues qui ne veulent pas être vaccinés, qui n'ont pas envie de faire vacciner par rapport à comme une frange de la population qui refuse toute vaccination. Est-ce que c'est pas un peu paradoxal par rapport au fait que les policiers vont devoir faire des contrôles sur le pass sanitaire ? Oui, donc effectivement, c'est un peu paradoxal parce que le collègue qui n'est pas vacciné, qui est envoyé pour faire un contrôle, ça lui pose forcément un problème de conscience. Donc
Est-ce qu'on va privilégier les collègues qui sont vaccinés pour effectuer les contrôles? On ne sait pas, on n'a pas encore de directive précise pour cela. Ça pose un problème de conscience aux collègues qui ne sont pas vaccinés et qui devront être amenés à faire des contrôles. Bon, pour l'instant, comme dit, les contrôles, ça va être un peu compliqué pour les mettre en place localement par rapport aux effectifs déjà. On n'a pas non plus des effectifs extensibles à Mercy. Il y a effectivement d'autres priorités, comme tout ce qui est violence, les procédures violences faites aux femmes suite au nouveau féminicide qu'il y a eu dernièrement. Donc on peut pas être partout à la fois, donc il y aura effectivement des contrôles aléatoires qui seront faits, des actions ponctuelles, mais on ne pourra pas y avoir de contrôle systématique. On sait bien aussi que le lien police-population est déjà tendu en ce moment, on le voit bien sur les réseaux sociaux, donc c'est vrai que de nous suremployer de la manière, ça pose quand même problème, un problème de conscience au niveau des collègues et puis problème comme je vous ai évoqué, d'effectifs et puis de priorisation des missions. À la 8e place du classement, il est toujours question de vaccination. Cette fois, on revient sur l'obligation vaccinale du personnel soignant. Et on s'en rappelle, la mesure a eu du mal à passer et ne fait toujours pas l'unanimité. J'ai croisé quelques collègues qui sont anti-vaccins, dont la réaction a été ultra violente en me disant d'emblée si c'est comme ça, on va quitter l'hôpital. Je m'interroge vraiment si le gouvernement a conscience des difficultés qu'on a à recruter actuellement. Il faut savoir qu'on a beaucoup d'arrêts maladie, beaucoup de personnel qui quitte l'établissement. Et si on a encore des gens qui quittent l'établissement parce qu'ils sont obligés de se vacciner, je ne sais pas comment on va tourner. En ce qui concerne la vaccination en soins, contraindre, je pense que ce n'est pas la solution. Mais il faudra que l'État prenne ses responsabilités. C'est-à-dire qu'il nous faut des garanties en cas d'accident vaccinal. Et là aussi, vraiment, je reste dubitative parce qu'on l'a vu avec la reconnaissance en maladie pro concernant le Covid. On nous avait annoncé en mars 2020, M. Véran notamment, que tous les soignants seraient reconnus en maladie professionnelle. Or, aujourd'hui, il faut remplir des critères, à savoir avoir été sous oxygénothérapie. Et donc, vraiment, j'ai des doutes quant à la prise en charge en cas d'accident vaccinal et je n'ai plus confiance en ce gouvernement. Changement de décor, à la 7e position, on retrouve le 16e bataillon de chasseurs à pied. En février dernier, nous avons assisté au dernier entraînement d'un groupe en partance pour l'opération Sentinelle. Reculez! Couteau! On touche le feu! Ces soldats ont l'habitude d'être sous les intempéries, de manier leurs fusils d'assaut en zone de conflit, d'intervenir en cas d'attaque. Pourtant, la case entraînement est un passage systématique avant chaque mission pour retrouver les automatismes. Idem ces dernières semaines, avant le départ en opération Sentinelle. Là, on travaille sur le territoire national. La mission est différente. Du coup, les habitudes doivent être différentes. On est là pour protéger la population. Mais aussi être un appui pour les forces de l'ordre sur place. Dans la tête, il faut donc avoir un autre état d'esprit qu'en temps de guerre. Descendre d'un cran, tout en étant prêt à intervenir, à utiliser notre arme, ça c'est si besoin. Dans le cadre d'une patrouille, on sera là dans un premier temps pour rassurer la population, contrairement à quand on pourrait employer nos chars, ce qui est complètement différent. Il faut adopter une gestuelle précise et avoir une bonne analyse du terrain. Face à un ennemi, il existe différents paliers d'intervention. L'usage de l'arme est la plus haute. Élévation de la menace. Face à vous, c'est plus du pied-point sur une bagarre. C'est quelqu'un qui sort un couteau et qui arrive vers vous. Ici, on se prépare à différents scénarios. Dans les rangs, certains vont vivre leur première opération Sentinelle. Grâce à nos nombreux entraînements, j'ai pu retirer certains doutes quant à la manière d'intervenir. Nicolas a déjà une première expérience sur le territoire national. Il en a retiré quelques leçons. Il faut composer avec le terrain aussi, avec tout ce qui se passe dans la ville. Pas se laisser distraire par toutes les activités des villes. Bien gérer ses patrouilles, les temps de patrouille. Au début, les premières semaines, les premiers jours, ça peut être compliqué, surtout pour ceux qui font la première fois le sentinelle, qui n'ont pas l'habitude d'avoir par exemple la frag ou l'armement sur eux. Mais on s'habitue. Et s'il reste des appréhensions, les chasseurs du 16e BCP auront vite fait de prendre leur marque, car en opération Sentinelle, on ne patrouille pas seul. On s'appuie sur son équipe et l'ancienneté des plus hauts gradés.
Une belle rencontre à la 6e place de ce classement. Roland et son tracteur vous a beaucoup plu cet été. Histoire d'un homme et d'une passion peu commune. Roland, 62 ans, nous invite dans son jardin pour nous présenter son tracteur. Mais ce n'est pas n'importe quel tracteur, c'est un Allgaier de 1951 dont sa famille a fait l'acquisition quand il était très jeune. Bon, j'avais 2 ans, 2 ans et 2 ans et 1 mois quand on l'a eu, donc je ne me rappelle plus quand on l'a eu. Mais après, on a vécu toute la vie avec ça. On avait à l'époque quelques vaches, donc on a fait le foin, on a sorti le fumier, on plantait les pommes de terre, le blé et tout ça avec ce tracteur. C'était ma première voiture. J'allais partout avec ça, je me baladais, mais j'allais presque dire, dès que mon père n'était pas là, oui, j'avais pas le droit à la mobilette. Et puis après, c'est pas n'importe quoi quand même. C'est un bel outil, ça a une histoire. Et l'histoire, la voici. Ce tracteur agricole est un A22 de la marque allemande Allgaier. Il a été produit entre 1949 et 1952. Nous sommes donc à l'après-guerre et le pays se reconstruit petit à petit. Mais les budgets sont faibles, alors pour le rendre financièrement accessible, la marque mise sur la simplicité. Ce tracteur se démarre d'ailleurs manuellement. Je prends la manivelle, l'enclenche là-dedans, je mets la mèche là-dedans, je visse. Voilà, et on y va, et mon frère va tourner. Allez hop, vas-y. Le A22 est simple, certes, mais promet d'être robuste. Pari tenu pour le constructeur puisque le tracteur de Roland fête aujourd'hui ses 70 bougies. Et s'il tombe en panne, pas de panique, Roland sort ses outils. Beaucoup de pièces on trouve encore, je peux encore acheter. Vous allez sur internet, vous trouvez les pièces, les joints, vous pouvez même les pistons, les chemises, les soupapes, on arrive à trouver. Et ça casse pratiquement pas si on prend un tout petit peu soin. Comme dit, j'ai changé l'embrayage là-dessus, un axe arrière et le frein à main. Aujourd'hui, il n'est plus question d'aller au champ avec ce tracteur, mais il sert toujours en cas de besoin. Principalement la coupe, c'est tout ce que je fais encore. Et je vais, quand ça existe, la Schlorfecht à Rimelin. J'étais aussi souvent à Liesbrück il y a quelques années. Et là, même il y a 2 ans, j'étais à la ferme Botsung quand ils avaient fait une porte ouverte. Je vais parfois dans les fermes comme ça, voilà. Et parce que les gens aiment bien regarder les vieilles choses. Pas de démarreur électrique, pas de direction assistée et pas de siège chauffant. Pourtant, ce tracteur fait la fierté de Roland depuis toujours. Pour reprendre ses mots, les vieilles choses sont des trésors si on prend le temps d'y prendre soin. Fini, voilà. Nous entrons à présent dans le top 5 des vidéos 2021 de Mosaïque Cristal les plus populaires du net. À la 5e place, c'est le combat de Marvin qui vous a touché, victime d'un accident du travail en 2018. Nous avons suivi son quotidien et celui de sa maman. You are maman? You are papa? You are papa? Voici à quoi ressemble le quotidien de Marvin, 23 ans, et de sa maman Manuelle. Depuis que son fils n'est plus hospitalisé par manque de place dans un service de rééducation, c'est elle qui s'occupe de Marvin à plein temps. Elle s'est aménagé une chambre dans le salon pour être à côté de lui en cas de besoin. Elle peut également compter sur l'aide des personnels soignants à domicile. Lui, un cas aussi lourd, on va dire, c'est la première fois que j'en avais un comme ça. Il faut quand même prendre beaucoup plus de temps qu'avec d'autres patients, hein. Il a besoin de beaucoup de soins. Pour moi, je trouve que s'il serait en centre de rééducation, par exemple, même si ça serait juste 1 semaine dans le mois ou quelque chose comme ça serait déjà bénéfique pour lui, quoi. Parce qu'il a, comme dit, il a besoin de beaucoup plus qu'1 heure de kiné par jour, quoi. En février 2020, Manuel avait lancé une cagnotte pour pouvoir envoyer son fils suivre un traitement neurologique à Istanbul, en Turquie. Coût total de l'opération, 84 000 € contre 200 000 € en France.
La somme a été atteinte, mais le voyage est tombé à l'eau à cause de la crise sanitaire. C'était prévu qu'on aille en Turquie pour faire des injections cellules souches pour Marvin. Du coup, ça a été annulé vu ce Covid. Mais la somme est toujours en Turquie. Je l'ai envoyée chez le frère de mon compagnon qui garde cette somme parce que c'est lui qui aurait payé le reste de la totalité. Du coup, en attendant, on va rester encore sur ce projet, mais quand on pourra le faire, quoi. En attendant ces injections, la maman de Marvin se bat pour obtenir un autre traitement, le cannabis thérapeutique. Lorsqu'il était hospitalisé en Allemagne, il bénéficiait de ce médicament. En France, ce traitement lui a été refusé sans aucune raison valable selon elle. Autre épreuve, le procès contre l'employeur de Marvin au moment des faits. Il s'est déroulé en novembre dernier, verdict en première instance, coupable. Un soulagement pour la famille mais de courte durée, car l'accusé a décidé de faire appel. La famille reste dans l'attente de la prochaine audience. La vérité, c'est on est quand même bien, je suis heureuse quand même si c'est dur. Du coup, le passé, je le laisse, j'oublie pas à fond parce que des fois, je repense à lui comme il était avant. C'est là que ça commence à être dur. Alors, j'oublie un peu, je vis au présent avec lui et comme on dit, il y a une phrase qui dit le bonheur et les problèmes, quoi. Marvin et moi, c'est notre bonheur et c'est la vie qu'on mène, quoi. 4e vidéo du classement, un autre combat, celui de Francesco, atteint de Covid long. Un témoignage que vous avez été nombreux à suivre. 23 médicaments à prendre par jour. C'est le quotidien de Francesco depuis 8 mois maintenant. Des traitements qui l'aident pour fluidifier son sang, pour réguler son rythme cardiaque, protéger son estomac ou encore pour sa tension artérielle déréglée. Il a aussi du matériel pour l'oxygène. Malgré un débit de 4,5 litres par minute, je me retrouve avec des saturations de 90, 91, vous voyez. Et si par malheur je l'enlève ne serait-ce que une demi-heure, ça peut chuter jusqu'à... Le plus bas que j'ai eu, c'était 67%. Alors que ça doit être à combien normalement ? Il faudrait être entre 97 et 99. Il porte l'extracteur à oxygène toute la journée et utilise la ventilation non invasive le soir et la nuit. Pour Francesco, tout a commencé en mars 2020, avec une première semaine de symptômes, puis une accalmie, et de nouveau une semaine beaucoup plus compliquée. Aujourd'hui, certains symptômes persistent. Les pressions dans la poitrine qui persistent, alors que ça fait 1 an. Mais aujourd'hui, le symptôme le plus invalidant, si vous voulez, c'est le manque d'oxygène, parce que ça provoque de la fatigue, et ça provoque vous voyez, une envie de dormir permanente. Il y a encore des fourmillements dans les mains, des vertiges, mais ça c'est pareil, c'est dû à l'oxygène. Mais le tournant dans sa vie, c'est la découverte de son infarctus silencieux quelques semaines après. Aujourd'hui, il est suivi par un pneumologue expérimenté à Saint-Avold et dans la clinique de Völklingen en Allemagne. Tous les examens possibles ont été faits, mais pour le moment, son état de santé ne s'améliore pas. On est dans l'inconnu. Moi-même, je suis dans l'inconnu. Je ne sais pas. Vous voyez, je ne sais pas pourquoi mon état ne s'améliore pas. Au contraire, il y a même des baisses d'oxygène malgré les médicaments. Kiné de profession, chef d'entreprise, conseiller municipal à Forbach, pour le moment tout est à l'arrêt. Pour sa femme également. Mais il ne pense pas à ça. J'ai encore de la confiance, j'ai de l'espoir. Mais vous voyez tout ça. Regardez, tous les jours. Ça fait 8 mois. 8 mois que je suis branché à ce câble. Et je vois que ça ne monte pas. L'oxygène ne monte pas. J'arrive pas à me sevrer de l'oxygène. Donc ce qui m'inquiète surtout, c'est retrouver une santé à peu près normale. Depuis le 17 février, l'État a enclenché des discussions pour reconnaître la Covid-19 comme une affection longue durée, ce qui pourrait aider Francesco, notamment financièrement, car le matériel médical serait remboursé à 100%. D'ailleurs, il souhaite faire installer un monte-charge dans ses escaliers pour faciliter ses déplacements. En parallèle, il attend qu'une place se libère au centre de rééducation d'Illkirch
pour 3 semaines de rééducation pulmonaire. Il ne faut pas craquer. Il ne faut pas craquer et c'est un message que je lance à toutes les personnes qui sont dans la même situation que moi. Et nous voici sur le podium de ce classement. La 3e marche est pour Aurélien Desmerlet qui a développé sa boulangerie-pâtisserie à Montbronne, un jeune entrepreneur plein d'enthousiasme. La nuit, avec ses boulangers, il cuit son pain et les viennoiseries. Le matin, il fait les pâtisseries. L'après-midi, il fait le chef de chantier. Aurélien est un entrepreneur né. Il sonde, imagine, calcule et se lance avec enthousiasme et un calme incroyable dans tout ce qu'il fait. Le chantier en cours à Montbronne est à la hauteur de son ambition. C'est un entrepreneur, c'est un bosseur et il aime ça. Le jeune homme, à la sortie de son apprentissage à la boulangerie Gérard de Rohrbach, s'était immédiatement mis en quête de sa propre affaire. Au bout de sa persévérance et de 6 mois de prospection, il finit par reprendre une boulangerie en faillite à Sourtes. Après 3 ans d'exploitation, l'affaire marche bien. Aujourd'hui, il investit ailleurs, mais le berceau de son entreprise restera à Sourtes. Si au jour d'aujourd'hui, je peux construire cette boulangerie, c'est avant tout grâce aux habitants de Sourtes et de Meisenthal qui ont été mes premiers clients, qui m'ont très vite fait confiance et que je ne décevrai pas par la suite. Il est hors de question de partir de Sourtes ou de fermer quoi que ce soit. Beaucoup de choses se racontent, mais c'est vraiment le magasin qui ne fermera jamais quoi qu'il arrive. Le bâtiment entre désormais dans sa phase d'aménagement intérieur. Plaquistes, électriciens, peintres, carreleurs vont se succéder avant l'équipement et le transfert des machines. Bon, on n'est pas tout à fait à 1 million, mais pas loin. Alors comment je finance ? J'ai dû batailler avec 5 banques pour que l'une d'entre elles me prête la quasi-totalité des fonds nécessaires. La banque n'a pas laissé le choix de la durée maximale du prêt. La limite pour cet investissement a été fixée à 15 ans. Les échéances mensuelles seront importantes. Aurélien, avec sérénité, mesure la dépense et met en face sa prévision de recettes. Les 2 premières années vont être les plus compliquées, mais une fois ce cap passé, après ce sera bon. Le bâtiment fait environ 300 mètres carrés. Il est réparti en 4 grandes pièces, dont la partie boulangerie, la partie pâtisserie, une partie viennoiserie et sur l'avant le magasin et son salon de thé. C'est ici que toute la production future se fera. Le problème actuellement, c'est que les locaux de Sourtes, ils sont un peu trop petits et il y a tout dans une pièce. Et puis en été, quand il fait très chaud, pour faire des gâteaux, c'est vraiment compliqué à 2 mètres à côté du four. Et c'est une des raisons pour lesquelles je veux m'agrandir, pour pouvoir répartir chaque partie du métier dans une pièce. Dans les coulisses du chantier, Gérard, son père, jeune retraité, seconde Aurélien. Tour à tour, il alterne entre conseiller technique et artisan polyvalent. Au fil du temps, il découvre en son fils une détermination exceptionnelle. Au début, quand je me lance dans un projet, je ne demande pas l'avis de quelqu'un. D'abord, je réfléchis moi pendant plusieurs mois et puis c'est qu'après que j'en parle autour de moi. Et puis après, en général, les gens finissent par m'encourager et puis me soutenir jusqu'au bout, quoi. Bien située à la confluence de Montbronne et d'Enchenberg, la nouvelle boulangerie-pâtisserie ouvrira ses portes le 23 mars prochain. Les produits seront également en vente à Sourtes et à Goetz-en-Bruck. Décidément, vous aimez les militaires. À la seconde place, on retrouve un sujet de janvier 2021, vous présentant la préparation de l'opération Sentinelle au 16e bataillon de chasseurs à pied de Bitche. L'attaque est rapide. Cet homme en jaune, armé d'un couteau et d'un pistolet, s'est jeté sur un soldat. Il faut le désarmer et l'immobiliser. Un scénario étudié par les membres du 16e bataillon de chasseurs à pied.
En février, ils partiront en mission Sentinelle. Ils devront patrouiller dans les rues et les lieux sensibles pour dissuader la menace terroriste. Avant le départ, il faut se préparer et les exercices sont nombreux. Nous sommes derrière le gymnase du bataillon. Et le caporal-chef de première classe, Louis, entraîne les recrues au TIOR, technique d'intervention opérationnelle rapprochée. Un exercice qui ressemble à la self-défense. Il sert par exemple à désarmer un agresseur. C'est pas une technique violente, mais ça nous permet de maîtriser la personne au sol directement. Dans les bâtiments, cette compagnie apprend les gestes qui sauvent. Imaginons qu'une patrouille tombe sur un jogger en train de faire un malaise. Monsieur, monsieur, allongez-vous. Ici, on n'utilise pas les mêmes soins qu'en zone de combat. Sur un civil, les soldats ont seulement le droit de pratiquer les premiers secours, qu'on appelle PSC 1, comme nous l'explique le caporal-chef Karl. Pour des questions juridiques, on pratique avec des gestes précis pour essayer de maintenir la personne plus facilement en vie. Pour un accident de la route ou une personne qui fait un malaise dans un commerce ou sur le bord de la route, on pratique le PSC 1, qui est le premier secours de niveau 1. Enfin, avant de partir en sentinelle, il faut pratiquer encore et encore. Sur le terrain d'entraînement, les soldats travaillent toutes les situations et peaufinent les procédures. Chaque geste, chaque réaction doit devenir un automatisme. Pour les soldats, c'est une répétition générale. Ils connaissent déjà les techniques vues durant cette préparation. Ils les ont apprises durant leur classe et les pratiquent tout au long de leur carrière, en opération sentinelle ou en opération extérieure. Une piqûre de rappel nécessaire, surtout pour les jeunes recrues. On a appris notamment à savoir maîtriser sa force face à des situations, à rassurer la population et bien sûr à protéger aussi la population quand la menace est en action. Le départ pour Sentinelle est pour bientôt. Les membres du 16e bataillon de chasseurs à pied connaissent leur mission, surveiller, protéger et dissuader. Et pour finir ce top 10 de vos vidéos préférées de l'année 2021, on reste au 16e BCP. Et oui, le prestige de l'uniforme est sans faille. Les tireurs d'élite que vous avez découverts en novembre dernier ont remporté tous les suffrages. On regarde. Beurre. La puissance du tir percute l'épaule. La balle touche la cible à 1400 mètres de distance. Le tireur, lui, reste calme, l'œil dans la lunette. Le 16e bataillon de chasseurs à pied de Beach se divise en plusieurs compagnies. Dans l'une d'entre elles, on trouve les tireurs d'élite. Un métier célèbre qui passionne, pourtant loin de l'imaginaire collectif. Dans la réalité, le tir ne représente qu'une petite partie du métier. Il faut surtout des compétences tactiques et techniques. Ça sera basé sur de la topographie, intelligence de situation, préparation du matériel. Il y a le camouflage, il y a aux transmissions aussi également, parce qu'on a beaucoup de messages à pouvoir envoyer en autonome. Collecter et transmettre des renseignements, observer, surveiller, parfois en infiltration, ou encore soutenir d'autres sections, ce sont les principales missions du tireur d'élite. Les moments où il appuie sur la gâchette sont rares, il peut ne jamais faire feu pendant toute une mission. Loin d'être un chasseur solitaire, tireur d'élite, c'est d'abord un métier en équipe. Il forme toujours un trinôme avec 2 autres soldats. Et dans ce trinôme, du coup, au plus petit échelon, il y a le tireur d'élite qui s'occupe lui juste de son fusil et de sa lunette. Il va avoir avec lui le spotter qui lui va prendre en gros tous les périphériques de tir. Donc tout ce qui est relatif au climat, c'est-à-dire la température, la pression atmosphérique, le vent. Il va du coup faire un calcul pour tout donner au tireur qui va mettre sur sa lunette et il sera en mesure de tirer. Et à côté de ça, on a encore du coup le chef d'équipe autonome qui lui s'occupe de tout ce qui est l'aspect tactique. Très vulgairement, le chef d'équipe coordonne les moyens et l'exécution de la stratégie. Le spotter calcule le tir à l'aide d'outils de précision. Le tireur applique toutes les corrections et fait feu. Les cibles sont souvent matérielles, comme par exemple un véhicule ou un transformateur électrique. Sniper, c'est un métier rude qui demande du mental. Une équipe peut tenir une position jusqu'à 36 heures, de jour comme de nuit, sans bouger ni dormir. De quoi mettre à l'épreuve le physique et l'endurance.
Un vrai bon tireur d'élite, c'est quoi? C'est avoir le goût du tir et surtout le goût à l'effort. Parce qu'il faut sans cesse se dépasser et être autonome. Le nombre exact de tireurs d'élite officiant au sein du 16e bataillon de chasseurs à pied est gardé secret. Dans les prochains mois, certains d'entre eux seront déployés en République de Côte d'Ivoire avec le reste du bataillon.